C'est qui ça? La First Lady. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Donc, avant de commencer, j'aimerais te faire honneur. D'habitude, je le fais à la fin. Mais aujourd'hui, je préfère commencer par la surprise parce que nous avons une finalement. Donc, toute la journée, j'étais en train de bosser sur ça. Oh, wow! My God! Là, Hey, mon actuellement, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, avec l'aide de mon épouse, elle m'a conseillé de mettre femme, F-A-M. Oui. Qui se prononce la même chose, femme, mais F-A-M, femme africaine moderne, parce que c'est ce que tu incarnes. Wow. On est fiers de t'avoir comme sister, en plus de Thiès, promotion Saint-Ursule. Je pense que nous avons qui s'en bataille. Donc, à la fin de l'interview, je t'enverrai. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en écran de fond pour rester dans l'ambiance. Voilà. Femme, maman entrepreneur, mais aussi la veille de la fête des mères. Je pense que d'ici qu'on termine, il fera minuit, donc ce sera l'occasion d'honorer les dames et surtout Rendama Ambeno Dambou spécial. Maëlle. Effectivement, il faut que tu me l'envoies si je peux te tutoyer en tout cas, parce que j'ai l'habitude de vous voir dans les émissions. Mais si tu peux tutoyer, ok, ben, envoie-moi cette image, ça me fera plaisir de la publier demain. Hein? C'est ça le but d'honorer. Et puis voilà. Léonie de Thiès, ok? Moi que j'ai connu dans mon enfance. Et d'un coup qui a disparu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'elle a fait. Et d'un coup, je la revois au Canada, en train d'entreprendre, avoir une vie de famille. Bon, la vie de rêve, quoi. Donc aujourd'hui, on commence par te demander de te présenter et de dire, en tout cas, de ton enfance au Sénégal. En tout cas, c'est Djar, école, en tout cas, anecdote que nous vraiment. Ça peut être inspirant pour les jeunes à venir parce que la vidéo va demeurer. On croise les doigts que Instagram nous le sauvegarde correctement. Et tout ce qui peut en tout cas prôner comme ça, parce que je pense que comme ça, il y a qu'on prôner. Et plus tard, mais bon, sans plus tarder, je te laisse parler. Et puis, la parole est là à toi. Ben, merci beaucoup, Kakodia. Je suis vraiment contente d'être à l'honneur aujourd'hui et surtout à la veille de la fête des mères. Merci encore. Alors, pour en venir à moi, comme tu l'as si bien introduit, je suis de Thiès. Fofla Judo, Fofla Magé, Fofla Yaro. Et moi, j'ai commencé par la garderie Marie-Reine de l'Univers à Thiès. Et puis après, j'ai fait le primaire à Saint-Augustin. Ça s'est très bien passé. Et par la suite, j'ai continué naturellement vers le collège Saint-Ursule. Et là-bas aussi, ça s'est très bien passé. Je garde de très bons souvenirs et je continue de prendre des nouvelles de ce collège qui m'a l'air toujours dynamique et qui continue d'encadrer les jeunes filles à Thiès. Et puis après le collège Saint-Ursule, collège Saint-Gabriel, on a embarqué aussi. Et puis là-bas aussi, j'ai vécu de bons souvenirs. Je me rappelle des rassemblements du lundi matin pour le drapeau du Sénégal. On chantait l'hymne national. Je ne sais pas si ça continue toujours, mais c'est quelque chose que j'aimais très bien. J'aimais aussi les messes du vendredi, les rassemblements, parce que moi, j'étais très engagée au niveau de Marie-Reine, au niveau de ma paroisse. Et ça a continué à Saint-Ursule et à Saint-Gabriel. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup joué dans ma vie. Ce qui fait qu'avec l'éducation que j'ai eue de mes parents, je peux dire que j'ai conservé de très belles valeurs et j'ai pu garder les pieds sur terre et je me prends pas trop la tête et j'adore m'amuser tout en incarnant mes valeurs. Alors, voilà un peu ce que je peux dire de mon passage scolaire à Thiès. Puis après, mais je pense, oui, après Saint-Gabriel, il faut l'avouer, j'ai raté le bac
et j'ai été au lycée Excellence et j'ai pas tardé là-bas et je suis tout de suite partie à Dakar. Et après, j'ai eu mon bac et j'ai continué avec un premier diplôme de technique en communication, tout ce qui est la photographie, la vidéo, le montage audiovisuel en tout cas. Et après ce diplôme, j'ai fait ma licence en communication. Et durant cette période, j'ai commencé à préparer mon projet pour le Canada. Je me suis pas levée d'un seul coup et je me suis dit, j'ai envie d'aller au Canada. Non, j'ai commencé ça en 2011. Mais j'ai laissé naturellement ma licence se poursuivre. Et après ma licence, j'ai fait mon master en journalisme tout en continuant de travailler sur mon projet pour le Canada. Ok. Et aussi, en même temps, quand je faisais ma licence, il faut dire que tout de suite, quand je suis arrivée à Dakar, moi, j'ai toujours alterné études et boulot. Mhm. J'ai toujours alterné études et boulot. J'avais pas le temps. À Dakar, j'avais pas le temps de me donner ligue, de me donner jang. Je partais le matin à 7 heures. J'arrivais à mon appartement à 22 heures, 23 heures. Je mangeais quasiment en dormant et je prenais la douche et j'allais direct au lit et c'était pour repartir encore le matin à 6 heures, 7 heures. Parce que Ok. parfois, il y a d'avoir des reportages. Donc, il fallait rouler 1 heure de temps. Tu le sais, hein, les embouteillages à Dakar. Donc, il fallait se lever tôt parce que moi, j'ai horreur d'arriver en retard. Donc, je me réveillais très tôt, je me préparais, j'allais à mon reportage, je courais pour revenir en classe. Et après mon cours, je me dépêchais aussi de retourner à Sud FM. C'est non, Sud Quotidien plutôt, mais c'est le groupe Sud. Quotidien, d'accord. Le groupe Sud pour faire mon article. Et parfois, je sortais de là-bas à 20 h, 21 h. Et dans les rues de Dakar, je traversais pour retourner à mon appartement. Voilà. Ok, d'accord. Bon, tu es très vite arrivé à Dakar. Moi, j'aimerais un petit peu faire focus sur Thiès parce que tu habitais le quartier Sapko, un quartier à l'époque qui était très très lointain par rapport à la ville. Ok? Oui, oui. Je ne sais pas si c'était une aînée de famille ou milieu ou dernière. Non, moi, je ne suis pas aînée de famille. Je suis la 7e d'une famille de 10. On est 5 filles et 5 garçons. Et le Wow, 5e équilibré. à l'âge de 11 ans, Jean-Marie, que j'aimais beaucoup, que j'aime encore. Je peux prier pour lui. Donc, moi, je suis la 7e de cette belle famille que j'aime tant, que j'aime beaucoup et que je continue d'aimer encore. D'accord, waouh, ça je ne savais pas. Donc, bizarrement, dans ta famille, peut-être qu'il n'y a que toi que je connais, ou les autres je les connais sans savoir que c'était frères et sœurs. Mais beaucoup de gens m'ont dit en fait que Léonie dafa doon koo xamante ni dafa am audace. Moom seetul en fait elle voit pas le côté jugement ou quoi que ce soit. Quand il voit une personne, elle y va, même si c'est le président de la République, day dem wax ak moom, même si c'est un talibé, day dem wax ak moom. Et ça en fait, ça a marqué beaucoup de monde. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui t'animait, qu'est-ce qui t'a donné cette facilité d'aller vers les gens sans pour autant voir en fait les barrières sociales ou quoi que ce soit. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est naturel, il faut le reconnaître. Okay. C'est quelque chose qui est naturel. Je suis naturellement comme ça et je continue de l'être, même ici au Canada. Et peut-être qu'aussi, d'une part, ça vient de l'éducation que j'ai reçue de mes parents et surtout de ma mère, parce que j'ai vu que ma mère, elle accueillait tout le monde à la maison. Elle faisait pas de différence. Elle accueillait tout le monde et vraiment, il faut dire que j'ai beaucoup appris de cette femme. Elle accueillait tout le monde. On n'a jamais senti qu'elle faisait de distinction entre telle femme ou telle femme qui venait à la maison. Non. Et on l'a jamais aussi entendu dire telle femme ceci, telle femme cela. Non. Ma mère, elle nous a toujours protégés de ça. Donc, ce qui fait que devant nous, elle était toujours bien face aux autres et elle montrait toujours le bon côté des autres. Cool. D'accord. Bon, on va dire que c'est l'éducation, donc ouais. Ce ne sera pas facile de t'imiter, mais peut-être qu'on peut l'inculquer à nos enfants pour qu'ils aient ces bonnes attitudes. On espère, oui. Cool. Alors,
là, on va aller rapidement sur les démarches. C'est vrai que tu as parlé très vite de ton projet d'aller au Canada. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a amené au journalisme? Est-ce que ta formation t'a mené de communication t'a mené à parler à la radio ou c'est par concours de circonstances? Oui, c'est ma formation qui m'a menée à travailler dans la presse écrite, à la radio et quelque part à la télé. Même si ça n'a pas beaucoup duré à la télé, parce qu'après, je me suis retrouvée comme conseillère en communication dans 2 entreprises. Mais il faut dire que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Quand j'étais petite, les gens m'ont toujours dit que je m'exprimais très bien en français, parce qu'il faut dire qu'à la maison, quand on était petite, mon père nous imposait soit de parler le mancagne, soit de parler le français. Le Wolof, il était hors de question qu'on le parle à la maison, donc on le parlait dans la rue. On le parlait dans la rue. Mais pour mettre en valeur notre éducation, pour bien travailler notre français, le papa nous imposait de parler soit le mancagne, soit le français. Donc, ça a fait que ça a beaucoup développé des choses en moi, l'expression orale, l'expression écrite. Et par là, naturellement, comme j'étais dans une école privée catholique aussi, il y avait des messes. Et souvent, quand il y avait des messes, c'était les élèves qui animaient les messes. Et moi, j'aimais bien lire comme je le faisais à la maison parce qu'on faisait des semblants de messe à la maison. Donc, que quand on arrivait à l'école et qu'on demandait qui voulait lire, ben, je levais tout de suite la main. Moi, je veux lire. Comme ça, j'ai commencé à lire à la messe, j'avais 6 ans. OK. Jusqu'à aujourd'hui, encore de la lecture à la messe. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans mon parcours et ça a beaucoup marqué aussi les gens dans mon entourage, les paroissiens, les prêtres. Tout le monde était comme Léonie, elle lit très bien. Quand je suis arrivée aussi au collège Saint-Gabriel, je me rappelle le frère, je me rappelle plus de son nom, mais il aimait bien quand il y avait les messes à Saint-Gabriel que ça soit moi qui fasse la lecture, même quand je n'étais pas disponible. D'insister, mais donc voilà un peu. Et donc au travers de tout cela, je me suis dit que la communication, c'était mon dada. Mais j'avais aussi une autre passion, je voulais être avocate parce que défendre aussi les gens, c'était aussi une passion. C'était quelque chose que je faisais beaucoup aussi dans les rues de Thiès. Wow. Et je voulais vraiment être avocate, mais malheureusement, le journalisme a pris le dessus. Et dès que j'ai obtenu mon bac, j'ai fait ma formation, une licence en communication et le master en journalisme. Très bien. Il y a Gisèle qui dit en fait que tu lisais même à Popenguine. Wow. Oui, ça aussi, je me rappelle les pèlerinages de Popenguine. J'ai beaucoup lu durant les pèlerinages de Popenguine. Je me rappelle une veillée de Popenguine où c'était même pas, ah non, ça c'était les JMJ de Ziguinchor. Okay. C'était pas moi qui était prévu pour la deuxième lecture, en plus en Wolof. C'était pour la première fois de ma vie que je lisais. Alors, vous savez, durant les JMJ, hein, il y a du monde, donc on est à Ziguinchor, une foule immense. Donc, les gens se faufilaient. Je ne sais pas comment je me suis faufilée entre les gens. Et je suis arrivée au niveau de l'hôtel. Il y avait un monde fou. Et je voyais le prêtre. Il était fatigué, il transpirait, il était énervé. Il cherchait les lecteurs. Alors, comme ça, je me levais, je lui ai dit, mon père, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je cherche le lecteur, celui qui doit faire la deuxième lecture, je ne le vois pas. Je lui ai dit, ben, si vous voulez, moi, je fais la liturgie dans ma paroisse et s'il n'est pas là, je pourrais le remplacer. Il a dit, ben, tiens, il m'a donné la lecture et dès que je me suis retrouvée en face du texte, je me suis rendu compte que c'était un texte en Wolof. Mais je vous jure, je ne sais pas qui a lu ce texte. Mais je pense que c'est le souffle de l'Esprit Saint qui a agi ce jour-là en moi. Amen. Le texte sans hésiter, sans heurter une virgule. Non, mais c'était incroyable. J'en parle et j'ai la chair de poule. C'était la seule fois que j'ai lu en Wolof et c'était la dernière. Quand la messe s'est terminée, tous mes amis sont venus. Mais Léonie, ça bat mais yo, depuis quand tu lis en Wolof? Yo, quand tu en Wolof, j'ai dit, je ne sais pas, mais ce qui était fabuleux, c'est qu'il y avait tous les gens de Thiès qui étaient là. Et Thiès le diogé, hein, ouais, Thiès, comment? Ouais, Thiès. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et c'était vraiment extraordinaire. Cool. Ouais.
Ah, mais ça c'est, comment dirais c'est très inspirant parce que tu as eu l'audace d'y aller, sans savoir ce qui t'attend, mais wóolu nga sa bopp. Et je Waaw. pense que boo nekkee xale nga am attitude yooyu dañuy naan nga sob da nga dooj mais boo demee ba nekk mag en fait gëm sa bopp lay doon parce que ku gëm sa bopp ci xale c'est genre d'attitude ngay am dëgg fit mën a dugg et puis man je me rappelle man quand on me demandait de lire c'était hors de question, je tremblais de partout, je pouvais même plus lire man dellu waat CP si saa si quoi ñëpp xam nañ ma ci ci tapet léegi nag laa gëm sama bopp mais gëm ma woon sama bopp bi ma nekkee booy. Non, gëm sa bopp dafa baax na. Ça commence très tôt. Sama bopp devant les gens et c'est vrai que en fait je pense que la foi joue beaucoup là-dedans parce que comme tu dis quand tu sais que en fait yàlla moo waral aussi moom mooy contrôler lépp et que bul tiit li nga nar a wax ci kanam nit ñi la Bible le dit ah bul tiit li nga war a wax ci kanam nit ñi boo taxawee pour wax dina am Esprit Saint dina la jàppal pour nga en tout cas exprimer correctement et je pense que pour les musulmans aussi c'est pareil hein. L'Esprit Saint est valable pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, oui, c'est pareil pour tout le monde. Wow, c'est inspirant, c'est cool. Alors, c'est important de savoir aussi comment tu as préparé ton chemin vers le Canada parce que moi, je connais un peu ta famille. Une famille de 10 enfants, je pense que bon, c'était une famille modeste. Hein, comme dans ce quartier, bon, je n'ai pas trop côtoyé ta famille, mais nous avons beaucoup de rang social. Hein. Okay. Tout à fait. Ndiaga Ndiaye la daan jël pour ñu jàngi papa amuloon 4x4 tu vois mais tey jii macha allah mun nañu am ay 4x4 mun nañu kii ndax gëm nañ suñu bopp. Tout à fait. D'habitude pour aller au Canada il y a des barrières des idées reçues boo amul 10 millions doo dem boo amul sa papa boo amul bref bon yow tu as réussi à y aller comment ça s'est passé comment tu l'as préparé si tu as eu des aides voilà. Qu'est-ce que tu conseilles aux Sénégalais qui voudraient y aller aussi? Alors, comme je l'ai dit tantôt au début, moi j'ai commencé à préparer ce projet en 2011. Souvent on dit qu'en Afrique ou au Sénégal, les gens n'ont pas de projet de vie. C'est faux. Moi j'ai toujours vécu au Sénégal, j'ai grandi là-bas, mais chaque année j'avais un projet de vie. Et en 2011, j'ai eu ce projet d'aller au Canada. J'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour moi et j'ai commencé à faire mes recherches. De temps en temps, j'ai relâché, mais de temps en temps aussi, je revenais sur le projet et j'ai continué. En 2000, parce que je suis arrivée ici en 2014, alors en 2014, au retour d'un voyage, j'ai décidé de me concentrer sérieusement sur ce projet parce que j'avais d'autres ambitions. Mais il faut dire qu'au préalable, l'entreprise où je travaillais m'a beaucoup motivée aussi à quitter le Sénégal. Parce que je voulais, franchement, c'est une grande entreprise, l'une des premières dans son domaine au Sénégal, qui a un potentiel incroyable. Mais je vous le dis en toute franchise, la majorité du personnel ne travaillait pas. Les gens étaient sur leur téléphone, les gens sortaient comme ils voulaient, ils revenaient comme ils voulaient. J'en avais jusqu'ici. Wow. Moi là, je pense que j'avais un bon salaire. Hein. J'avais une très belle vie. Je vivais dans mon studio à Ouest Foire. J'étais super bien. J'ai dit, bah là, il est temps que je plie bagage. Alors, je suis rentrée chez moi. Je me suis fait une liste de 3 pays. J'ai choisi l'Afrique du Sud parce que il faut dire que aussi, j'avais sud-africaine, quoi. En fait, j'avais eu souvent des propositions d'offres d'emploi pour être conseillère en communication, mais il fallait que je comprenne l'anglais. Parce que l'offre qui m'a le plus marqué, c'était une dame qui m'avait appelée pour que je sois conseillère en communication de l'UNICEF au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, durant notre entretien au téléphone, la dame m'a demandé si je comprenais l'anglais. J'ai dit non, je ne comprends pas anglais. Elle a insisté et moi aussi j'ai insisté en disant que je ne comprenais pas l'anglais parce que je ne voulais pas mentir et arriver jusque là-bas. Donc, j'ai carrément dit que je ne comprenais pas l'anglais.
Et écoutez bien, cet appel, c'était un vendredi de temps de carême. J'étais devant l'église Saint-Dominique. Juste au moment de franchir l'église, j'ai dit, je vais mettre mon téléphone sur silencieux parce que c'est bien d'avoir son téléphone au calme quand on est à l'église. Donc, j'ai dit, en prenant mon téléphone pour le mettre au silencieux, j'ai vu l'appel. J'ai décroché devant l'église et j'ai parlé avec cette dame. On a fait l'entretien. Elle m'a dit, vous m'avez été recommandée et j'aimerais que vous soyez la conseillère en communication de l'UNICEF au niveau de l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, mais j'aimerais bien, mais je comprends pas anglais. Donc, on a continué la discussion. Elle a insisté. J'ai dit, je comprends pas anglais. Quand j'ai raccroché avec elle, je suis partie, j'ai fait ma messe, je suis sortie. Et après, il y avait une amie française, une amie à ma grande sœur qui est à Dakar. Je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, mais Léonie, qu'est-ce qui te prend? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, mais il fallait accepter. Après, ils allaient te payer ta formation en anglais. J'ai dit, oh ben je savais pas moi et puis je voulais pas mentir. Elle a insisté, j'ai insisté moi aussi pour dire que je comprenais pas l'anglais. Elle me dit, mais non, ça se fait pas. Comment tu peux passer à côté d'un poste comme ça? J'ai dit, bah je voulais pas mentir. Elle m'a dit, tu acceptes et on te paye la formation. J'ai dit, bah ok, pour le coup, je saurai. Alors c'est là que j'ai commencé à me dire, je pense que si je veux vraiment évoluer dans la communication, il faut que je renforce mon anglais. Alors, j'ai dit, quels sont les pays où je peux aller pour performer, pour renforcer mon anglais? J'ai choisi le Canada, j'ai choisi l'Afrique du Sud et il y avait aussi Malaisie sur ma liste. Alors, le Canada était en tête de liste et j'ai préparé, je suis partie sur le net. Comme je dis, le Canada était sur ma liste depuis 2011, sur projet de vie depuis 2011. Alors, j'ai continué mes recherches. J'ai dit, par quelle voie je peux aller au Canada? Vu que je voulais faire des études en administration internationale, j'ai fait des recherches et l'ENAP m'a été recommandée par un grand journaliste d'ailleurs, Raphaël Lampard, qui est ici, qui m'a dit, qui était venu au Sénégal, on s'est croisés à mon entreprise, il m'a dit, moi j'ai étudié à l'ENAP, c'est une très belle école, c'est l'école d'administration publique. J'ai dit, bah, ok, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai soumis ma candidature à l'ENAP. Quelque temps après, ça a été accepté. Donc, soumettre sa candidature, ça, c'est pas un problème. Hein. Les frais d'admission, genre 50 000, ça, je pouvais le payer avec le salaire que je gagnais au Sénégal. Okay. Mais le problème, c'est après. Parce que pour obtenir le permis d'études, le visa, c'est là qu'il fallait trouver les 13 millions. Wow. Oups. À l'époque, c'était 13 millions parce que chaque année, ça augmente. Là, on est en 2020, donc je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit tourner autour de 15-20 millions. Okay. Donc, moi, c'était 13 millions à l'époque. J'ai continué à me renseigner parce que j'ai travaillé dans une entreprise canadienne, sénégalaise, mais tenue par des Canadiens. Donc, j'avais de belles affinités. Je suis retournée là-bas. J'ai demandé conseil à Maître Philippe, à Sylvain. J'ai continué à me renseigner. Il y avait souvent des salons du Canada à Dakar. Donc, j'y allais. J'ai fréquenté ces salons 2 fois au Méridien Président et 2 fois au Terrou-Bi ou au Radisson, je ne me rappelle plus. Et j'ai continué à me renseigner et tout. Alors, pour les 13 millions, imaginez, un jour, j'étais toujours à l'église. À la fin de la messe, je suis partie naturellement prier auprès de Maman Marie. Après, j'ai dit, si ce voyage doit se faire, que la volonté du Seigneur. Alors, je suis sortie et j'ai rencontré quelqu'un. J'étais là en train de discuter avec lui. Et derrière moi, j'ai entendu quelqu'un me dire, comme ça, tu veux aller au Canada? Je me suis retournée, j'ai dit, hein? Comment tu l'as su? Parce que j'en avais parlé à personne. C'est ça. La personne m'a dit, en fait, je travaille à l'ambassade du Canada. Je ne m'occupe pas des visas. Mais un jour, je passais et j'ai vu là une photo. Je suis revenue en arrière, j'ai fait, mais cette personne, je la reconnais. J'ai dit, oh ben comment c'est? C'est comme ça que j'ai vu ton dossier. Mais je te l'ai dit tout de suite, moi, je ne travaille pas au service des visas, je travaille à l'ambassade du Canada, mais je ne m'occupe pas du tout des visas, je n'ai aucun pouvoir. J'ai dit, ok, bon, et oui, je veux aller là-bas faire des études, je veux aller faire une maîtrise en administration internationale. Alors, il me dit, par expérience, je sais qu'il y a 3 options.
soit vous avez le cash, l'argent dans votre compte et vous le montrez à l'ambassade, soit vous démontrez votre capacité à vous prendre en charge tous les mois, soit vous faites une traite bancaire. Soit vous faites une traite bancaire. Voilà. Non pas un prêt, une traite, un mandat. Ah, ok. C'est bloqué, de l'argent qui est bloqué, que tu dis que cet argent est uniquement pour mes études au Canada. Donc, l'ambassade sait que cet argent est bloqué pour vos études. Et donc, si vous arrivez au Canada, l'argent va être débloqué. Par ailleurs, il m'a dit, le mandat, je te le conseille pas. Parce qu'il y a beaucoup de parents ou beaucoup de familles qui font des chèques, des traites bancaires ou des mandats pour leurs enfants. Mais une fois que l'enfant arrive au Canada, il ne débloque pas l'argent. Et l'enfant se retrouve dans la rue, il se retrouve dans la misère, les études ne sont pas payées plus tôt. Il me dit, soit tu démontres ta capacité à te prendre en charge tous les mois, soit tu démontres la somme carrément de 13 millions dans ton compte pour aller au Canada. OK. Moi, quand il a dit les 13 millions, j'avais déjà la moitié. J'ai travaillé dur. Moi, quand j'étais à Dakar, comme je dis, j'étudiais, je travaillais et j'avais une table qui avait une nappe. Et à chaque fois que j'avais de l'argent que j'étais payé, je mettais mes sous là-bas. Okay. Je mettais là-bas et quand vu que j'arrivais tard dans la nuit et quand j'étais disponible, j'allais à la banque, je mettais mon argent dans mon compte. Alors, j'avais déjà la moitié de l'argent et l'autre moitié, pas une partie de l'autre moitié, c'était un prêt de la banque parce que je voulais acheter une maison et la banque m'avait prêté, je pense, 2 millions ou 3 millions. Et l'autre partie de la moitié, c'est un ami qui me l'a prêté. Et dès que j'ai mis les pieds au Canada, en moins de 48 heures, je lui ai remis son argent. Wow. Parce que je voulais pas de prêt avec qui que ce soit. Donc, quand j'ai rassemblé toute la somme dans mon compte, j'ai discuté avec mon université ici. Mon université m'a dit, vous pouvez nous envoyer l'argent, on va ouvrir un compte à votre nom et on va envoyer un document à l'ambassade. Donc, ce que j'ai fait, je leur ai viré l'argent. Ça a fait un montant de $10 000. Le taux était bon, le taux de change était bon parce qu'il fallait 21 ou 24 000 $. Mais je me suis retrouvée avec $10 000, donc j'étais chanceuse. Et quand l'argent est arrivé, l'ENAP a fait une lettre comme quoi j'ai versé 26 000 $. Ils m'ont envoyé une copie et une autre copie à l'ambassade du Canada au Sénégal. Donc, pour compléter mes dossiers. Et puis, j'ai regroupé tous les dossiers qui ont été demandés. Je ne suis pas passée par une agence. On n'a pas besoin de passer par des agences pour venir au Canada. Tout est clair. Et quand votre dossier n'est pas complet, c'est ça qui fait le charme de l'ambassade du Canada au Sénégal avec les autres ambassades. Quand votre dossier n'est pas complet, ils ne le prennent pas. Ils ne le traitent pas et vous ne perdez rien. Par rapport à d'autres ambassades que je ne peux pas citer, vous payez les frais, vous déposez votre dossier. Ils savent que le dossier n'est pas complet et ils vous disent, OK, ils tamponnent et quelques semaines après, on rejette votre visa pour vous dire que votre dossier n'est pas complet. Okay. Ça, c'est pas bon. Mais à l'ambassade du Canada, à leur bureau aux Almadies, quand vous venez pour déposer, quand le dossier n'est pas complet, non, vous rentrez pas. Ils ne le prennent pas, ils ne le traitent pas. Il faut un dossier complet. Après, s'ils le rejettent, ils le rejetteront pour d'autres motifs. Mais ils ne le rejetteront jamais pour dossier incomplet. Très bien. Donc, voilà, pas besoin de passer par des agences. Les formulaires sont très compliqués, par contre, à remplir. Moi, je me rappelle des nuits que je passais toute seule dans mon appartement à remplir des dossiers, à vérifier si j'ai fait une erreur, à photocopier, à corriger, à photocopier, à corriger, à déchirer, à reprendre et tout. Donc, j'ai pris le temps de mettre tout ça au clair, au propre et j'ai déposé. Et une fois que j'ai déposé, et sur le site, c'était marqué 6 semaines de traitement. 6 semaines de traitement pile poil. Le matin, j'ai reçu un message comme quoi je pouvais aller chercher mon passeport. Mais j'étais confiante que je l'avais parce qu'à 4 semaines de traitement, ils vous demandent d'aller faire une visite médicale. Alors, quand tu vas faire la visite médicale, c'est que tu es sur le bon chemin. C'est que tu vas avoir le visa. Wow. Dans le monde, c'est que tu vas avoir le visa. À moins que benen affaire dugg ci. Mais quand
médicale, c'est que tu es sur la bonne voie. Mais j'ai gardé toujours mon doute et j'ai fait la visite médicale et puis après, un matin comme ça, j'ai reçu le message que j'ai même vu tardivement. Après, vu que j'étais au bureau, je regardais pas trop mon téléphone. Et après, je l'ai vu et après le soir, je suis partie à leur bureau aux Almadies et j'ai récupéré mon passeport et c'est là que j'ai vu que j'avais le visa et j'étais à une semaine de la rentrée scolaire. Yeah. Donc, vite. Nice. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai commencé à en parler à ma famille. J'ai dit, là, je dois voyager pour le Canada. C'était un mardi, je crois, ouais. Et un vendredi, j'ai commencé à dire que je dois aller au Canada. Ma mère a dit, hey, ouais, encore toi, Léonie, faut dire, yo, dans chaque jour, chaque fois, tu pars pour combien de temps? Je pars pour 2 ans. On dit 2 ans. Ndeysaan, paix parce qu'elle est décédée il y a 2 ans. Ma ne ko bii yoon je pars pour 2 ans. Mu ne ma 2 ans bari na de ma ne ko waaw. Je pars na pour 2 ans te damay dem jàngi. Bu ma kenn ñaan xaalis. Damay dem jàngi. Damay nekk étudiant. Bu ma kenn ñaan xaalis. Mu ne ma waa d'accord. Après j'en ai parlé à mes sœurs, mais attention, je m'apprêtais à venir au Canada, mais j'avais pas mon billet d'avion. Hey. Et tout. L'argent est parti, non? Oui, l'argent était parti. Mais mon billet d'avion pour rejoindre le Canada, il faut l'acheter. En plus, à une semaine. Oui, à une semaine. 0. Et là aussi, ça a coïncidé, ma grande sœur qui est en France était venue en vacances avec son mari et sa famille et tout, ses enfants. Voilà. Alors, oh, j'ai pas de billet d'avion. Après, mon beau-frère, il a dit, c'est quoi le billet d'avion? Ils ont commencé à chercher. Moi, j'étais même à Dakar. Ils ont commencé à chercher des billets d'avion pour moi et tout. Ils ont vu des billets d'avion. Ils ont vu que c'était cher. Ils ont dit, il y a un billet d'avion qui est vraiment abordable. Si tu le veux, on le prend tout de suite pour toi. Écoute, Léonie, moi, je peux te payer la moitié du billet. J'ai dit, on va attendre pour voir si on va pas voir un billet moins cher. Donc, là, on a attendu, mais sur le coup, même si on n'arrivait pas à avoir un billet moins cher, tous les vols étaient pleins. Tous les vols étaient pleins. Et là, j'avais un ami sur Dakar. Il m'a accompagné. Il m'a dit, viens, on va à l'agence de mon entreprise. On va essayer de trouver un billet pour toi. Donc, quand on est arrivé là-bas, une dame nous a accueillis et tout. Elle a dit, je peux te trouver une place sur le Bruxelles Airlines, mais le billet est à 1 million et quelques. 1 million et quelques. Mon beau-frère était prêt à me payer la moitié du billet. Et l'autre moitié, il fallait le trouver. Et mon ami qui m'a accompagné m'a dit, je te prête la moitié. Tu me prêtes la moitié? Il me dit, oui, je te prête la moitié. Et sur le coup, on a acheté le billet. Il fallait que j'embarque dans 2 jours. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai embarqué. Et au passage, j'en profite aussi pour remercier mon beau-frère. Parce que tout récemment, j'avais économisé toute la somme pour lui rembourser le billet d'avion. Et il m'a dit, non, Léonie, garde cet argent, je te le donne comme cadeau de mariage. Alors, j'ai failli tomber enceinte. J'ai fait quoi? Mais c'est beaucoup cet argent. Il me dit, mais c'est un cadeau de mariage, c'est pas cette somme qui va m'empêcher de vivre. J'ai survécu juste comme cadeau de mariage. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé cet argent comme cadeau de mariage. Et mon ami qui est à Dakar aussi, je lui ai remboursé tout son argent. Je lui dois rien du tout et je rends grâce à Dieu. C'est comme ça que mon départ pour le Canada s'est passé. Et je suis arrivée ici depuis 2014 et je peux vous dire que ça se passe très bien. Franchement, bravo. Parce que voilà. Moi, je pensais que le Canada n'est quoi. Tu vas au Sénégal avant d'aller au Canada. C'est une chose à faire. Mon mari, je l'ai rencontré ici. Ouais, ce sera d'ailleurs la transition parce que là, ça m'amène à te poser cette question. Comment s'est passée ton intégration? Sénégalais, il y a pas au Canada dans cette gourmet. Et puis, la façon de parler le français là, c'est pas notre façon de parler. Déjà. Et Sorino Sénégal, Soribo Hamantani, tu n'arrives pas au Sénégal comme ça. C'est un projet pour venir au Sénégal. Donc, ces 2 ans que tu avais prévus et qui ont duré je ne sais pas combien d'années, comment ça s'est passé? Et bon, peut-être que tu vas faire la transition de nous parler un peu de ta rencontre avec ton mari formidable.
Ouais. Alors, quand j'ai su que je venais au Canada, j'ai dit, bon, je vais y aller. Si c'est un pays qui me plaît, je vais rester. Si ça ne me plaît pas, je plie bagage et je me barre. Alors, quand je suis arrivée, naturellement, j'ai vu que c'était un pays plaisant, mais quand je suis arrivée, la première chose que j'ai remarqué, c'était que les Québécois, ils parlaient le français comme les Sérères, avec un accent. Mais là, quand je les ai entendus, j'ai fait comme moi, Sérère ak Joola yi fu ñu jóge. Ouais, non. Les Québécois parler français, tu as l'impression d'entendre un Sérère. Non, mais Sérère yi baal nag ak Joola yi. Tu as l'impression d'entendre un Joola parler le français avec l'accent, des mots bizarres, les là, les ci, les quoi là, ici, les frettes et tout. Donc, j'ai et vraiment, j'ai été bien accueillie dans mon université. Ce qui a fait que d'ailleurs, dès que je suis arrivée dans mon université, je me suis intégrée à l'association des étudiants de l'ENAP. Et un mois après, je travaillais comme adjointe exécutive au bureau des étudiants. Ok. Ouais. Donc, en même temps, quand je suis arrivée ici, parce que moi, comme j'ai dit, je suis venue par mes propres moyens, et j'ai rencontré un groupe d'étudiants du PCBF. Et j'ai rencontré aussi d'autres Africains qui étaient là depuis 2 ans, 3 ans. Alors, on devait organiser des cérémonies d'accueil et trucs tout ça. Et comme je me suis joint au bureau... Comme d'habitude, toujours dans l'organisation, toujours devant. Alors, tous les Maliens, je me rappelle, il y avait un grand groupe de Maliens qui étaient là. Ils étaient tous... Mais cette petite-là, mais cette petite-là, mais cette petite-là. J'ai fait, mais quoi? Ils m'ont dit, mais toi, depuis quand tu es arrivé et que tu travailles déjà, tu gères des dossiers ici? J'ai dit, j'ai vu des posts et on m'a envoyé aussi des mails parce que je suis partie. Je leur ai dit que j'ai envie de travailler. Si vous voyez des offres et tout, je n'ai pas envie de rester seule à la maison. J'ai l'habitude d'étudier et de travailler. Et quand il y a eu des postes, on m'a envoyé un mail. Ils m'ont demandé si je pouvais appliquer sur le poste. J'ai accepté. J'ai fait l'entretien et j'ai été retenue sur les gars. Après, il y a une qui m'a dit, oh, c'est toi qui as pris ma place. Il y avait une Colombienne et une Malienne et il y avait, je pense, je me rappelle, il y avait aussi une Québécoise, oui, qui m'ont dit, ah, c'est toi qui as pris mon poste parce que moi aussi j'avais postulé. J'ai dit, ah oui, ben je savais pas. Ils m'ont dit, oui, moi aussi j'avais appliqué pour le poste, mais c'est toi qui l'ont donné. J'ai dit, bon, écoute, une prochaine fois, je suis sûre que tu trouveras autre chose. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur ce poste et tout, et un mois après, je travaillais à la banque. Alors là aussi, tous les matins, je me levais parce que les cours étaient vers midi ou vers le soir. Alors, je me levais dans le froid. Il faut dire qu'il fait très, très, très froid ici. Vraiment. Moi, là, j'ai froid, quoi. Il fait froid. Mais t'inquiète, il y a des chauffages partout. Même au niveau des abribus, au niveau des arrêts d'autobus, il y a des chauffages. Donc, ça... alors moment yoo xamante ni transition du am boo waree dox ci mbedd bi ku chauffé mbedd bi il y en a partout vraiment, il y a des chauffages, ce qui fait qu'on ne sent pas trop le froid, à moins d'être resté dehors trop longtemps. Mais sinon, il y a des chauffages. Donc, je me réveillais le matin, j'allais travailler pour la banque et quand je terminais, selon mes disponibilités, je revenais à mes cours. Donc, là aussi, mes amis maliens m'ont dit, mais toi là, nous, on est là, on travaille dans les McDo, les Tim Hortons, les restaurants. Toi, tu arrives toute petite là, tu travailles à la banque. Comment tu as fait? J'ai dit, je fais des recherches d'emploi, je voulais être assistante administrative, je voulais trucs. Et une agence m'a appelée pour me demander si j'étais intéressée par un poste à la banque. Je leur ai dit que les finances, c'était pas mon dada. Moi, je suis littéraire. Ils m'ont dit, on va te former. Parce qu'il faut dire qu'au Canada, ils sont tellement en manque de main-d'œuvre que quand ils trouvent des gens qui sont disponibles, ils sont prêts à vous former, à vous payer un salaire durant la formation et puis après à vous intégrer à votre poste. Ah ouais? Donc, oui, ici au Canada, dans tous les domaines, ça il faut le dire, ils sont tellement en manque de personnel qui payent des gens durant leur formation, ils payent le salaire, carrément ils te payent, tu es en formation, c'est eux qui te forment
Tu es en formation, ils te payent ton salaire. Donc, j'ai eu ma formation de caissière et d'agent de service aux membres. Donc, j'ai eu ma formation, une semaine plein. Et après, ils te laissent voler par tes propres... Non, après, tu as une semaine de stage et après, tu commences à travailler à temps plein. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le milieu des finances. J'ai travaillé et je suis restée avec cette banque 4 ans. 4 ans, de 2014 à 2018, je suis restée avec eux. Et j'ai beaucoup aimé ça, C'était pas mon domaine des finances, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai beaucoup appris parce que c'est un milieu où les gens viennent vers toi pour faire leurs transactions et ça te permet de connaître qui sont les Québécois. Donc, ils viennent, tu apprends à les connaître, tu apprends à connaître leurs humeurs, tu apprends à connaître leur langage et tu apprends même à connaître leur vie privée parce que tu gères leur financier. Donc, oui, leurs finances. Donc, il y a des gens qui t'exposent leurs problèmes personnels, leur vie de famille et tout. Mais dans la majorité aussi des cas, c'est des personnes âgées qui vivent toutes seules chez eux, qui n'ont pas d'enfants ou qui sont loin de leurs enfants et qui vivent seuls avec leurs chiens et leurs chats. Et quand ils viennent à la banque, ndeysaan, quand ils te voient souriante et tout et accueillante, dañuy bëgg lang waxtaan. Dañuy bëgg waxtaan te xam nga man moom mënuma jànnaxe nit. Mais aussi là-bas, il faut trouver une stratégie pour leur dire, Madame, excusez-moi, je dois prendre, parce qu'il y a des gens qui attendent, donc tu ne peux pas passer 1 heure de temps avec quelqu'un. Donc, il faut trouver une stratégie pour lui dire, merci, au revoir, c'est gentil, à la prochaine. Excellent réconfort. Wow. Sinon, il faut prendre toute la journée pour te raconter les chiens, les chats, les poubelles, l'épicerie. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme ça que ça s'est passé au Canada. Et pour en venir à mon mari, je l'ai rencontré 6 mois après mon arrivée ici. 6 mois après mon arrivée ici, quand je suis arrivée, parce que moi, je suis arrivée dans le Canada francophone, le Québec. Et je voulais améliorer mon anglais et je me suis dit, après ma fin de session, je vais aller à Ottawa ou à Toronto, faire là-bas mon stage et améliorer mon anglais. Ba ma defaree sama projet de vie ba foog ne nag maa ci nekk defar sama dossier montage ko yëpp waa ji ñëw nag daal di dugg sama vie daal di dugg rek te ma bàyyi. C'est le seul Canadien qui m'a dragué et c'est le seul avec qui je suis restée jusqu'à aujourd'hui, mariage et enfant. Parfois je lui dis, tu veux pas me laisser aller voir ailleurs? Mu ne ma non, tu restes. moom bëti baax na. Voilà. ñëw di xuloo ak yow naan yaa ngi suñu poste moom moo ngi xool poste bu baax bi. Voilà, c'est la beauté. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés 6 mois après mon arrivée. On a cheminé ensemble et puis après, il m'a présenté à sa famille. Ils étaient tout excités. Ils ont commencé à parler de moi partout. Son papa était très fier. Sa maman était hyper contente. Elle m'a dit que tu es une bénédiction dans la vie de mon fils. Je suis très contente de toi avec une fille comme toi. Ndeysaan, elle est décédée. Et vraiment, je prie pour que toutes les femmes aient une belle-mère comme cette femme. Elle est vraiment excellente. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, on s'est mariés. Et puis voilà, aujourd'hui, on est parents de 2 petites filles. Et on chemine ensemble. Et c'est vraiment extraordinaire. Machallah, c'est beau. Ah non, mon chéri, c'est romantique. Rempli de gëm sa bopp. Rempli de gëm sa bopp et rempli de voilà de parcours yoo xamante ni quelque part on s'est dit aussi boo gëmuloon sa bopp doon attirer occasion yu bëri yu mel noonu parce que le fait que nga gis sa morom africain yi nekk foofu di pour ay liggéey McDo t'aurais pu postuler là-bas mais yow xool loolu tu as toujours allé regarder genre mu ngi doon wax sànq JC No Limite mu ngi doon wax ni da nga yàgg rëy bët et doo xool doo séntu lu ndaw lu nit ñi di gis yow lu ko gën a sori ngay gis et je pense que am na benn expression bi wax loolu mu ne si tu veux atteindre la lune vise les étoiles ou je sais pas au pire des cas tu vas atteindre une étoile. C'est ça.
Hein? C'est ça, ben, c'est tout à fait ça. C'est Mais ça. j'ai envie de rebondir sur ça pour dire que c'est vrai, nos filles déléguées chez McDoy et trucs tout ça, il n'y a aucune honte à cela, hein. Parce que même ici, les Québécois et les Canadiens sont très fiers de travailler dans des McDo. C'est une fierté ici. Ici, dans le ben, le premier ministre, ou ben, le président de structure, ou ben, le directeur, c'est un parcours, c'est quelque chose qui est très important dans leur parcours, hein. Attention, là, c'est quelque chose de très, travailler dans un McDo, un resto ou dans une station Shell ou à l'aéroport pour soulever les bagages et tout, c'est quelque chose qui est très important dans la vie des Américains, des Canadiens. C'est quelque chose pour wane ni que yow dóorkat nga bañkat nga ñafe nga ci suuf ba yëg ci kaw ñoom gëm nañu loolu. Mais aussi la nouvelle génération, moi j'ai envie de dire à la nouvelle génération africaine qui arrive en Occident, bul jàpp ni que yow da nga jóge Afrique da ngay ñëw Occident pour liggéey aussi ci McDo yi nekk ñu kaxatee chauffeur nekk caissier nekk non boo fi yegsi gëmal sa bopp, vise haut, tu as la capacité d'aller plus loin que de travailler dans un McDo ou dans un resto ou dans un café. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas que j'ai pas regardé dans un McDo et truc, mais vraiment, je me suis pas attardée. J'ai jamais regardé à travailler au Tim Hortons ou au McDonald's. Non. Tout de suite, quand je faisais des recherches, moi, je tapais agent administratif. Donc, je cherchais des postes sous tête. Et donc, j'ai pas tapé à chercher chauffeur, babysitter ou, je sais pas, serveur dans un café. Donc, nous, war nañu mëna sentu fu gëna sori. À cette nouvelle génération qui arrive en Afrique, oui, liggéey ci McDo yi baax na. Si tu n'as pas autre chose, prends ça. Mais vise plus haut. Vise plus haut. Comme sa bopp ni que yow mën nga liggéey ci bureau. Mën nga nekk agent administratif, mën nga nekk secrétaire, mën nga nekk comptable, mën nga nekk responsable des ressources humaines, mën nga nekk et c'est possible, hein, moi je vous le dis ici au Québec, c'est possible. J'ai eu à occuper des postes tels et je vous le dis, c'est possible. C'est possible. Donc, à cette nouvelle génération africaine qui arrive en Europe, en Occident, Europe, Amérique, ne visez pas seulement les McDo, les Tim Hortons ou autres là. Non. Visez plus haut si vous en avez la possibilité et battez-vous, démontrez que vous avez les capacités à entretenir un poste du genre. Même si on est étudiant. Même si on est étudiant, oui, même si on est étudiant, c'est ça. Il faut toujours allier les deux. Moi, j'ai commencé ça à Dakar et je ne vois pas pourquoi je vais arrêter ça, arriver au Canada. Mais aujourd'hui, j'ai fini ma maîtrise depuis 2016. J'ai eu ma graduation et tout. Après, je suis allée vers d'autres expériences. J'ai quitté la banque et je suis allée vers d'autres expériences. J'ai travaillé pour le gouvernement et puis j'ai travaillé dans les cabinets privés. Et il faut savoir viser haut. Il faut savoir viser haut. Wow. Nice. Donc voilà, l'entrepreneuriat, comment ça se passe? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'entreprendre? Après, comment tu gères la vie de famille avec ces deux bouts de chou, la vie avec des enfants et l'entrepreneuriat? Pour une maman, tu avais déjà cette question, donc je me répète, mais c'est important que les autres sachent. Et il y a pas mal de femmes ici, des mamans, et demain c'est leur fête, mais il faudra qu'elles ressortent de cette fête plus forte, certes, et avec des techniques imparables pour s'occuper des enfants et arriver à faire quelque chose qui, en tout cas, qui s'imparle, quoi. Donc, je te laisse répondre à cette question. Comment ça s'est passé ton début d'entrepreneuriat et comment tu gères la vie de famille avec l'entrepreneuriat? Ok. Alors, il faut dire qu'actuellement, tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler ou que les projets que j'ai déjà finalisés et tout, c'est des idées de projets qui ont été écrits depuis le Sénégal. Okay. C'est depuis le Sénégal que j'ai écrit ces projets et ils ont commencé à se réaliser ici au Canada. Mais depuis le Sénégal, j'avais déjà écrit 2-3 projets et j'ai pas eu le temps de les réaliser. J'ai eu mon visa, je suis arrivée ici et aujourd'hui, j'ai la capacité pleine de les réaliser. Alors, le premier projet sur lequel je me suis vraiment penchée,
C'était en 2007 parce que on a la chance au Canada, quand on accouche, on a la possibilité d'être en congé de maternité 9 mois ou 1 an. Ok. Donc, c'est la personne qui choisit, hein, c'est la personne qui décide, que ce soit le conjoint ou la maman. Vous partagez le congé et voilà, vous avez 9 mois ou 12 mois. Alors, quand j'ai pris mon congé de maternité, mais je le savais, hein, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit que durant mon congé de maternité, je vais me pencher sur mes projets et je vais voir qu'est-ce qui peut en ressortir. Alors, tout de suite au début de mon congé de maternité, hein, 3 mois après mon accouchement et tout, après le décès de ma mère et tout, là, j'ai commencé à travailler sur mes projets. J'ai déclaré mon entreprise, mon agence de communication Forman, qui porte le nom de famille de mon mari et le mien, mon Forman, Fortin, Mandon. Donc, c'est comme ça qu'est né le... Homme fort man. Homme fort, justement, Forman. Justement, ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai dit, ben, tiens, c'est ça le nom. Et c'est comme ça que j'ai déclaré mon entreprise, mon agence de communication qui est spécialisée dans la photographie, parce que moi j'adore la photo. J'ai fait, comme je l'ai dit au début, un diplôme de technique en communication, photo, vidéo et tout. Donc on est dans la photo et on est dans l'événementiel. Et là, actuellement, on prépare 3 grands événements qui vont venir. Et on est aussi dans les conseils stratégie, développement organisationnel des petites et moyennes entreprises. Donc, voilà, mon agence de communication s'occupe de ça. Et durant mon congé de maternité, j'ai beaucoup travaillé sur ça et c'est ainsi que j'ai développé mon agence de communication. Et il faut dire que dans ma tête, ça bouillonne tout le temps. Ça bouillonne, j'ai tout le temps des idées de projets, j'ai tout le temps des idées de projets. C'est des idées de projets, mais après, il faut savoir les recadrer et voir s'il y a faisabilité ou pas. On peut avoir une idée comme ça, mais est-ce que ça peut vraiment aboutir à une entreprise ou à une start-up ou à quelque chose? Donc, quand tu as une idée, faut vraiment la mûrir et tout. Donc, j'en ai beaucoup, j'en mûris. Il y en a une que j'ai finalisée aussi et qui va porter sur un produit du Sénégal. Ça aussi, c'était durant ma 2e grossesse. J'arrivais pas à manger ou à boire quelque chose parce que les femmes, quand on est enceinte, hein, on sait ce qu'on vit. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut pas avaler, qu'on peut pas boire, on est fatigué et il y a parfois un seul produit qui passe et ça fait du bien. Et ce produit-là, il passait vraiment bien et j'ai décidé d'en faire un produit label du Sénégal au Canada. Et je suis en train de travailler dessus avec un jeune Sénégalais que j'ai rencontré ici à l'ENAP, qui était venu étudier à l'ENAP, qui est très brillant et avec qui je m'entends très bien. Et on a décidé de travailler dessus. Et là, on est en phase de finalisation. On a fini avec le logo et tout ça. J'ai déclaré l'entreprise et tout. On a contacté une autre entreprise qui va faire la finalisation du produit quand il va arriver du Sénégal. Donc, et là, bientôt, vous allez en entendre parler. Yeah, c'est cool. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour le moment, ça va rester confidentiel. Ça va rester confidentiel. Mais bientôt, vous allez en entendre parler. Mais c'est le fun quand même parce que beaucoup de ces idées de projets sont nées au Sénégal et d'autres sont nées ici durant mes grossesses ou durant mes congés de maternité. Ok. Ça m'amène à me rendre compte que, en fait, toi, quand tu n'es pas en activité, c'est le cerveau qui est en activité. C'est ça. Quand je suis pas en activité, c'est le cerveau qui bouge. Ok, je vois. Donc, bon, c'est toujours important de savoir en fait comment fonctionne Koudoum Sebop parce que quel monde le thé en fait, même si tu es à 9 mois de grossesse, quand même tu continues d'avancer. Et c'est ce qui est important. Il n'y a rien qui t'empêche d'avancer, il n'y a pas d'excuse en fait.
Non, non, non. Même durant ma grossesse, moi, je peux te dire que ma première grossesse, j'ai travaillé jusqu'à mon accouchement. Hein. J'ai travaillé le vendredi, je me rappelle parce que j'ai accouché un samedi. Le vendredi, j'étais au bureau, je travaillais à ma banque. J'ai travaillé, c'était une journée folle. J'arrêtais pas de faire des va-et-vient. Il y avait des clients tout le temps dans mon bureau, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais tout le temps, hop, hop, hop. Mais je ressens avec le ventre, j'étais là et ils ont envie d'arriver. Oh, t'es belle, oh, le bébé, oh. Il arrive quand? J'ai dit pour bientôt, c'est un gars ou une fille. J'ai dit, je sais pas, c'est une surprise. On préfère une surprise et tout. Et donc, voilà. Et le vendredi, j'ai fini tranquillement ma journée jusqu'à 16 heures. Je suis arrivée ici, j'ai marché, hein. J'ai dit à mon mari, non, ne viens pas me chercher. Tu m'attendras à l'arrêt du bus. J'ai préféré prendre le bus. Je suis descendue parce que j'étais pas loin aussi, il faut dire, de la maison. Donc, il voulait tout le temps venir me porter. J'ai fait, écoute, moi, je veux pas que tu viennes me chercher. Je vais prendre le bus, tu viendras me retrouver à l'arrêt et puis là, on fera la route ensemble. Alors, quand je suis descendue du bus, j'ai marché quelques 5-10 minutes. Après, je l'ai vu, je suis arrivée à la maison. Tout se passait bien. On a pris le dîner. On était là, on regardait des films. Après, on est parti au lit. Et jusqu'à 3 heures du matin, c'est là que ça a commencé et tout. Et, oups, moi, je savais même pas que c'était un accouchement. Pour une première, j'étais là et puis j'ai dit chérie, je pense que je vais accoucher avec moi à l'hôpital. Il fait t'as perdu les dos. J'ai dit je ne sais pas moi. Et là il arrive hein, les jeunes d'aujourd'hui, hein, monsieur il prend son téléphone, il va sur Google, il regarde perte des os. J'ai dit bon sang, moi je suis en train de s'ouvrir et toi tu es sur Google en train de chercher perte des os. Amène-moi à l'hôpital. Ouais, il ne voulait pas se déplacer pour rien non plus. Hein. Ah, oui, donc, mais comme on n'habite pas loin de l'hôpital, on est comme juste 5 minutes en voiture. Donc, on est arrivé à l'hôpital. Dès qu'on est arrivé, les médecins ont dit oui, le bébé va arriver. Et voilà, ça s'est poursuivi et j'ai accouché. Ça s'est bien passé. On est revenu ici et puis, et c'est là que commence le travail. Hein? Quand on porte le bébé dans le ventre, on peut faire ce qu'on veut, mais une fois que le bébé arrive dans notre vie, ah ben c'est lui qui décide de tout. Hein. C'est le patron, hein? Oui, c'est lui le patron. C'est lui qui décide des heures de dodo, des heures de manger, des heures pour prendre la douche, pour regarder la télé, pour sortir. Parfois, on avait des invitations. Le bébé, il dormait, mais il fallait pas l'interrompre dans le sommeil. Donc, on attendait le réveil, on le prenait doucement, on le mettait dans la coque, on l'installe dans la voiture et puis on s'en va. Donc, voilà. Et quand les bébés arrivent dans vos vies, ils conditionnent tout. Ils conditionnent tout. Ça se passe ainsi. Mais cela ne m'a jamais empêché d'être moi-même. Et d'ailleurs, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, beaucoup ne savent pas que je suis maman. Quand je dis, oui, je suis maman, j'ai 2 filles. Parce que ta dernière photo sur Facebook, là, t'as pas l'air d'avoir accouché ou je dis pourtant, je suis maman de 2 filles et tout et voilà. Je continue moi-même. Pourtant, je mangeais beaucoup durant mes grossesses. J'ai pas changé. J'ai rien fait pour ça et puis voilà, la vie continue, on continue de s'amuser, on continue de garder le moral, on continue d'être zen, on continue de gérer les enfants parce qu'avoir des enfants, c'est une mission. Le mariage en tant que tel, faut dire, moi depuis que je suis mariée, j'ai compris que le mariage, c'était une mission. C'est une mission et qu'il faut aller jusqu'au bout de cette mission à partir du jour où on a dit oui devant tout le monde. C'est... il y a des hauts, il y a des bas, mais ce qu'il faut favoriser dans le mariage, c'est la communication. C'est la communication et parfois aussi, il faut savoir être dominé ou dominé. C'est-à-dire, dans un couple, il y a un yin et il y a un yang. Donc, parfois, tu es le yin et ton mari est le yang. Et parfois, c'est toi le yang et ton mari est le yin. Non. Nekk le yin rek ñu nekk yang. Yang moom faaw muy am. ñu koy balancer di ko tollante. si wàññi lépp lu jëm ci togg nekk leen yin. J'ai la chance, depuis que j'ai connu mon mari, j'ai jamais cuisiné. Alhamdoulilah. C'est lui qui cuisine. Jaajëf, c'est cool. La cuisine, c'est sa passion. C'est un ingénieur, mais la cuisine, c'est sa passion. D'ailleurs, quand
quand je l'ai connu, quand il m'a présenté à ses parents, la première chose que sa maman m'a dit, écoute, dans cette maison, les femmes ne cuisinent pas, ce sont les hommes qui cuisinent. Moi, depuis que je suis mariée au papa de Pierre-Philippe, j'ai jamais cuisiné. C'est lui qui cuisine. Depuis plus de 40 ans, moi, je suis en éternelle formation. Il me dit, fais ceci, fais cela, passe-moi le couteau, passe-moi la fourchette. Et avec, et avec mon mari, ça se passe pas. Wow, les seules fois où j'ai cuisiné, c'est parce que daf ma neex. Surtout aussi quand je suis tombée enceinte, il y a plein de choses qui passaient pas. Donc, xam nga ko, ay yaasa, kaldu, ak ñoom yu saf yooyu. Yooyu daan na ma neex. Donc, je me permets de cuisiner du yaasa, de faire des poulets au four, ak yooyu noonu. Yu saf yooyu daal. Xaw am nokkasi. Waaw. Yàlla nee na sombi sax da ciy baax. Waaw, sombi ko da ciy baax. Donc, voilà. C'est mon mari qui cuisine. Donc, si on revient à ça, c'est très important dans un couple. Ba jàngal nga ko nu ñuy toggee ceebu jën nag. Waaw ceebu jën moom bëgg na ko lool tamit maafe la gën a bëgg nag. Mais mën na ko togg wala mënu ko? Ceebu jën bi loolu dese na maa wóor de. Waaw ba foofu moom yaa fay. waaw yaa xaw ma yëg bi. nañu bàyyi suñu ceebu jën. Ok, très bien. En tout cas, c'est très cool. Bah man de fii moom dama fi am benn Mayel Cooking moom mooy tere lépp. Waaw pendant 40 ans à venir, j'ai besoin de rentrer dans la cuisine. Temps yi gis naa ko affaire yu baax. Non, jël naa retraite parce que oui, Mayel Cooking domaine wala yow dañ la am domaine. Non mais quand j'étais étudiant nag maa ngi doon débrouiller quoi, mais là j'ai perdu la main. Ça me dit quoi, ça se passe bien. Je suis le yin en termes de manger, elle est le yin en termes de cuisine, donc c'est équilibré. Je pense que la communication passe très bien. Mais bon, là, oui, là, laissez parler parce que c'est important aussi. Il y a une personne qui m'a sollicité vraiment. Il faut absolument qu'elle nous dise comment gérer les enfants et avancer dans le travail et créer une entreprise. Alors, si tout à l'heure j'ai dit que le mariage c'était une mission, avec les enfants, il faut une véritable patience. C'est de la patience. Si tu n'as pas de la patience avec un bébé qui vient d'arriver dans ta vie, oh mon Dieu, tu risques de faire des dégâts. C'est pas pour rien qu'ici, parfois, on est dégueu. C'est ouf. Parfois, qu'une maman a étouffé son bébé parce qu'elle n'en pouvait plus des cris, des pleurs. Ici, c'est très fréquent. C'est très fréquent des dépressions au niveau des mamans. C'est très fréquent des dépressions post-partum et trucs, tout ça. C'est vraiment à l'actualité ici et c'est ça. C'est quelque chose qui est envahissant et ça prend beaucoup de place. Donc, une maman, si tu n'as pas de patience, écoute, prends le bébé, pose-le ou confie-le à quelqu'un et éloigne-toi de lui parce que sinon tu risques de... Il faut de la patience parce que parfois il arrive que le bébé se mette à pleurer, doo comprendre lu mu bëgg da ngay def lu nekk de façon yëpp mu të. Parfois tu as un dossier urgent de ton entreprise ou de ton projet mu jël ce temps pendant une semaine wala pendant un mois. Mais il ne faut pas que ça te fasse perdre confiance ou relâcher. Non. Oui, il y a le bébé, mais après, il faut se relever. Il faut reprendre des forces, il faut dire, malgré ça, on avance, on fonce. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit, je rencontre aussi des gens ici dans des regroupements d'entrepreneurs, ils disent, oh, moi, depuis que j'ai les enfants, j'ai relâché, je ne peux plus rien faire, ils me prennent tout mon temps, il faut que je me reprenne sur mes projets de vie. Oui, il y en a pour qui c'est vraiment très difficile, mais faut pas relâcher, c'est pas facile. Parce que parfois les gens ils savent pas ce que tu vis, hein. Surtout man maa ngi ci Facebook bi mais non maman sénégalaise surtout les jeunes filles là suñu génération gi na ngeen sant yàlla ndax yéen a ngi Sénégal am ay maam ay tanta ay bàjjan ay sœur ñu leen mën a jàppale di leen tette seen bébé mais nous ici
on n'a personne. Muy tubaab bi, muy africaine. Amuñu kenn. Tu gères tout seul ton bébé. Tu te débrouilles toute seule avec ton bébé. Yaay def lépp. Amoo kenn ku la ko bambaane. Yaay bambaane, yaay sang, yaay couche, yaay nampal, yaay jox mu lekk, yaay jëli école. Et puis avec les conditions ici, c'est pas du tout évident. Il y en a qui quittent, il y en a avec 2-3 ans après qui quittent le Canada, qui disent qu'ils ne peuvent pas, c'est pas une vie pour eux. Parce que fille, en période de neige, sur 12 mois, on est quoi? 6-7 mois d'hiver. Et quand c'est l'hiver, il y a de la neige partout. Il faut se réveiller le matin, defar xale yi, et le temps est gris. Hein? Il faut déneiger la voiture, il faut déneiger la route. Nga gis kay ak seen pelle ñuy tondi neige bi di sandi. Loolu yëpp boo ko bëggee gérer xale yi, gérer sa liggéey, gérer ses projets d'entreprise. Ah ben écoute, parfois t'es à côté du burn-out. Hein? Il y en a beaucoup ici, des gens qui font du burn-out, qui sont en dépression totale. C'est pas du tout évident la vie en Occident, mais dañuy ay di ñaan, hein, di góorgóorlu aussi parce qu'on a laissé quelque chose. Dañoo jóge fu sori yegg si ba fii amul bàyyeeku da ngay jàpp ba mu dëgër def ba jeex. C'est ça. Et nous qui si image bi si ginnaaw, bon pour ñuy connecter wu, c'est Léonie hein, avec sa première ou deuxième fille. C'est la première, celle-là. Voilà. Et là en fait, yaa ngi job boot xale bi mu ngi nelaw. Ouais. Alors, le mari sûrement était parti bosser ou était en train de bosser? Il était au bureau. Donc, boo bàyyee xale bi moom kese xëy na mu ngi doon jooy xamuloo nooy def nga takk ko delluwaat dëkk ba suñu mënin mairie mu ñuy def ah. Et as-tu eu des techniques quand qu'elles sont arrivées à deux xam naa les enfants rivalité beeg bon je sais pas ndax am na ci wala caprice yeeg yooyu noonu nga nekk face à un dossier urgent. Je sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de cas de figure, être dans l'urgence et avoir des enfants qui te réclament. Comment tu gères? Je te dirais jusqu'à quoi? Lundi, c'est lundi là, lundi dernier. J'étais dans des dossiers vraiment urgents parce que comme vous le savez avec le virus, on est en confinement. Donc on fait du télétravail, on travaille de la maison, on gère des affaires depuis la maison et tout ça. Donc, moi, je travaille ici, je vais mon ordinateur et tout. Donc, il y a les enfants. Avec mon mari, on s'est fixé un programme, on alterne. Lui aussi, il est en télétravail, il a son ordi et tout. Donc, on s'est dit, écoute, chérie, si on veut vraiment travailler correctement, on va alterner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Toutes les 2 heures, on alterne. Donc, pendant 2 heures de temps, moi, je suis avec les enfants et lui, il travaille. Et 2 heures de temps après, lui, il vient prendre les enfants et moi, je travaille. Donc, c'est comme ça qu'on a alterné depuis le début du confinement. Et après, bon, jusqu'en quoi, début mai, on a commencé à relâcher un peu. Et moi, j'avais des jurys à préparer. Et ça devenait comme intense parce que les enfants prenaient plus que 2 heures de temps. Ça demandait plus. Parfois, ils réclamaient plus maman que papa ou parfois, ils réclamaient plus papa que maman et ils savaient pas comment se libérer de l'une ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé tomber le concept du 2 heures. Alors, parce que surtout moi, mon chéri, il me fait comme là, c'est à ton tour. J'ai dit, bah, écoute, continue de travailler. Moi, je verrai mes dossiers plus tard. Alors, j'ai continué à me concentrer sur les enfants et lui, il a continué de travailler. Et qu'est-ce que je fais le soir? Je leur donne à manger, je change les couches, je mets les pyjamas. Et à 20h, je les amène au lit. J'attends que tout le monde s'endort dans la maison, que tout redevient au calme. Et je travaille jusqu'à 2h, 3h. Et 2h, 3h du matin, tu travailles. Et oups, la plus petite se réveille. Elle réclame le sein, tu lui donnes à manger. Et le temps que c'est 5h, 6h du matin, il commence à yeewu. Oh là là. Voilà. Donc, tu as juste... Moi, depuis que j'ai accouché de ma première, j'ai pas encore eu une nuit complète de sommeil. J'ai juste des 2 heures, 3 heures, 4 heures de sommeil. Les tigres de 4 heures là. Et c'est du sommeil coupé, hein. Tu dors 2 heures, tu dors 3 heures, 2 heures, 1 heure, 2 heures. Après, tu es réveillé jusqu'au petit matin, tu peux plus te rendormir, hein.
C'est comme ça. Donc, c'est pas du tout évident. Les gens ne le comprennent pas. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Mais je leur souhaite. Ils vont entrer dans cette vie et ils vont comprendre beaucoup de choses. Mais c'est un véritable combat. C'est une mission qu'on essaie de mener chaque jour à bon port. Et on essaie aussi de garder notre calme, notre patience. On essaie de gérer les enfants parce que, comme tu l'as dit, jusqu'ici, il n'y avait pas de rivalité. Mais ces derniers temps, la plus grande a commencé à être capricieuse. Elle réclame plus de bras. Donc, tout ça, il faut savoir. Peut-être c'est le fait qu'il n'y a plus de garderie, qu'elle ne retrouve plus ses amis. Donc, elle est plus colleuse. Elle cherche de l'attention. Donc, il faut savoir gérer les deux. Donc, tu les prends toutes les deux et puis tu donnes de l'attention à chacune. Waaw, kenn du mer. Waaw, c'est correct. ñëpp kontaan quoi. C'est ça, c'est ça. Très bien, c'est cool. Donc, c'est comme ça que j'alterne ma vie de maman et d'entrepreneur. J'ai des rendez-vous et parfois quand j'ai des rendez-vous, je confie les enfants à mon mari. Donc, ñun suñu génération bi góor ñi dañuy impliqué wu dem ba jeex. Xaw ma nag Sénégal nan lañ fa toogee mais fii nag moom amul sénégalais amul vrai canadien fii ñëppay boot ñëppay togg ñëppay fóot ñëppay boot ñëppay bambaane. waaw foofu nag canadien yi mënuñu fa sénégalais yi ñun duñu boot waaye kangourou yaa ngi fi kangourou boot bi daal moom foog ñu man dama koy jox mu boot de dama koy jox mu boot day boot de bu bootee nag il est tout fier maman regarde ma ne ko waaw boot nga ko bu baax waaye def attention bu daaneel sama doom ji waaw loolu dama ci teg bu ko bootee rek sama fit bi génn ndax yéen nguur foog ñu leen di surveiller. non duñu basaade le 9 mois métti na waaye tamit ñun tamit 9 mois yi dañ ko dund tamit c'était pas évident. Non, boîte du monde, c'est très important et lui, en fait, puis même chez lui, c'est un feeling, hein. Il veut même pas les porter par devant, il veut les porter derrière. Et moi, naturellement, mes enfants, écoute, l'idée du kangourou, on en a plein ici, ça traîne en pelle ici à la maison, mais mandamay bot. C'est mieux et c'est beaucoup mieux nga bot ci ginaaw que nga bot ci kanam. C'est beaucoup mieux non seulement pour l'enfant et pour la colonne vertébrale aussi, pour les reins de la maman, c'est beaucoup plus confortable. Parce que quand tu le mets devant, l'enfant, il tire tout le poids et tu sens vraiment une douleur ici au niveau des reins incroyable. Et puis, écoute, un jour, dañoo toogoon fii di seetaan télé. Je mets mes enfants au dos et trucs tout ça. Et dans une émission ici, au Canada, il y a un médecin qui est arrivé. Alors, il y a un médecin de famille qui a dit alors c'est préférable de porter les enfants au dos que de les porter par devant. Alors, mon mari et moi, on était comme pour vrai ce qu'on entend? On a dit attends, on écoute ça bien. Et moi, j'étais là tubaab bi léegi dañuy recommander ñuy bot ci ginnaaw ko ci kanam amatul kangourou. Non, mais ça, j'en revenais pas. Mais j'ai dit, pendant longtemps, on a critiqué des pays africains de porter le fait qu'ils portaient les enfants derrière, fallait les porter devant, je sais pas quoi, le kangourou. Oui, parfois c'est bien pour certains enfants, surtout les prématurés, pour leur donner de la chaleur maternelle et tout. Mais le médecin était là à la télé à dire que c'était mieux de porter l'enfant par derrière que par devant. Ah ben, nous, on était comme, écoute, nous, on a déjà commencé ici, on le porte par derrière. Et puis moi, tous les dimanches, quand je vais à la messe, je porte mon enfant par le dos, damay sol sama robe bu baax, sol samay talons, def sama rouge à lèvres ba mu chaud, daal di bot sama doom. Daal di bot. Waaw, daal di def bot bi. Les gens, ils me regardent, les Québécoises ici, ils me disent mais Léonie, tu es fascinante. Comment tu fais ça?